Entre le succès d'un macaron ou celui d'une chanson, tout passe par l'émotion. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Philippe Darcy et Jean-Baptiste Guégan. Il manie la ganache comme personne. Généreux dans ses créations comme au quotidien, Jean-Philippe Darcy est une véritable star de la pâtisserie. L'ambassadeur à vie du chocolat belge est un compétiteur dans l'âme. Sa carrière l'a mené au Japon, à Las Vegas, mais aussi à Verviers. Pour revenir sur son parcours, il vient faire un petit tour sur notre divan à côté d'une personnalité qui ne laisse personne insensible. En 2018, la France découvre le don de Jean-Baptiste. Il a la voix de Johnny. De ses débuts compliqués, où certains pensaient qu'il trichait, à la tournée des Zéniths, sa vie est devenue une véritable success story. Aujourd'hui, il s'éloigne de plus en plus du sosie vocal pour devenir l'interprète. Jean-Baptiste Guégan. Salut les amis, bienvenue dans Divan. Je suis ravi de vous recevoir tous les deux. JP, tu peux te mettre là. Oui. JP, tu peux t'installer ici, à droite. Avec Je plaisir. suis très content de vous recevoir un peu dans mon appartement témoin. Bon, vous connaissez le principe de l'émission. J'aime bien mettre des gens qui ne se connaissent pas ensemble, d'où ma question, est-ce que vous connaissez déjà? Non, pas du tout. Moi, évidemment, oui. C'est vrai? Oui, bien sûr. Comment t'as connu Jean-Baptiste? Je pense comme tout le monde à la radio. Alors, ce qui est incroyable, c'est que ça m'a vraiment marqué le premier disque que j'ai entendu de toi. J'étais dans ma voiture et je pensais réellement que c'était Johnny. C'est seulement quand le présentateur a dit après que c'était le sosie vocal de Johnny que je me suis dit, wow, c'est juste incroyable, quoi. Là, Jean-Baptiste, tu viens de sortir un nouvel album, Toutes les larmes sèchent un jour. Très beau vinyle, je te le dis depuis tout à l'heure. Hyper beau gosse. Merci. Teaser de James Dean quand même sur cette photo. Oui, il y a un côté Bad Boys quelque part, oui. Et toi, JP, tu nous as fait le plaisir de nous ramener des petites, Oui, évidemment, des j'ai amené un petites peu choses de à douceur, goûter. quoi, un peu de petits macarons de Verviers. Je ne veux pas dire de Paris, de Verviers. Évidemment, un peu des chocolats. Donc voilà, On va un petit peu picorer pendant l'émission. J'aime bien commencer l'émission en vous donnant des affirmations sur l'un et sur l'autre et vous essayez de deviner si c'est vrai ou pas. Oui. Au sujet de JB, Ébéniste, il aurait pu devenir le meilleur ouvrier de France. Ouais. Alors, meilleur ouvrier de France, je ne sais pas, mais c'est vrai que j'avais un don particulier. Oui, c'est vrai que j'adorais ça. Alors, comment ça se fait que t'as pas continué? Raconte-moi un petit peu d'où ça vient. J'ai pas continué parce que la vie en a décidé autrement et puis que j'avais un autre talent, voilà, c'était la chanson. Et que mon rêve par-dessus tout, c'était de devenir chanteur, voilà. Et ce qui s'est passé, je pense qu'il y a eu un tourment dans ma vie, c'est-à-dire que je trouvais pas de travail dans la menuiserie, je veux dire la vraie menuiserie, parce que moi j'ai appris à l'école la menuiserie avec les mains, travailler avec les mains, on avait très peu de machines, et c'est vrai que c'était très compliqué de trouver du travail après, parce qu'on se retrouve dans les industries où c'est plus du tout du bois, c'est du contreplaqué, voilà, on monte des cuisines encastrées. Donc c'était assez, c'était ce que je n'aimais pas en fait. Ouais, toi t'aimais le côté beaucoup plus qualitatif. Ouais. Oui, je sais pas, le toucher, le bois, l'odeur, la matière. Voilà. Travailler la matière. C'est ça, c'est un sculpteur, je veux dire, c'est dans l'âme. Tout à fait. En parlant de matière, Oui. c'est grâce à sa ganache que Jean-Philippe a fini champion du monde de pâtisserie dans la catégorie pièces en chocolat en 2002 à Las Vegas. Je pense que c'est vrai. Est-ce que c'est grâce à la ganache? Non, c'est pas grâce à la ganache, mais c'est grâce à l'équipe, parce qu'il faut savoir que c'était une équipe, on était 3 dans l'équipe qui a parcouru à Las Vegas. Et c'est vrai qu'avec l'équipe, c'est la pièce au chocolat qui a vraiment permis d'avoir la 3e place. Et après, moi, je m'occupais de toutes les dégustations dans l'équipe, donc il y avait beaucoup de dégustations à créer. C'est vrai que c'est des moments incroyables dans ma carrière. Et surtout, tu vois, quand on pense Las Vegas, justement, moi, je pense Johnny, je peux penser Céline Dion dans le casino. Mais alors, le championnat du monde de pâtisserie... Alors, tu imagines un pâtissier de province, hein, moi, je venais d'être patron depuis quelques années. Puis je suis sélectionné pour aller dans l'équipe belge de pâtisserie à Las Vegas. C'est déjà un rêve, quoi, t'imagines. Et puis tu te retrouves là dans les hôtels de Las Vegas. Bon, c'est bien simple, les couloirs,
c'est la route devant chez moi, tellement c'est large, et tu te dis, c'est pas possible, quoi, tu vois. Et après, tout ce qui en découle, quoi. Moi, j'ai vécu des choses dans ma carrière de pâtissier totalement incroyables que je n'aurais jamais imaginé faire, quoi, tu vois. Ok. Prochaine affirmation. C'est grâce à la chanson Allumer le feu que JB s'est rendu compte de sa proximité vocale avec Johnny. On va dire vrai, je sais pas du tout, je connais pas assez, mais... C'est vrai ou c'est faux? Non, c'est pas grâce à lui, mes feux, non. C'est laquelle alors? Non, non, non. Bon, il y en a eu plein, des chansons. Je pense que la première chanson que j'ai chantée, c'était dans un karaoké, c'était Je la croise tous les matins. Je la croise tous les matins, 5h40. Mais il paraît que t'as un peu été forcé. Forcé, bah, non, c'est mes potes en fait. Je voulais pas chanter, j'étais un peu assez timide. Ouais. Donc, T'avais quel âge à ce moment-là? Je sais plus, je devais avoir 13 ans, 13-14 ans. Ouais. Et déjà à ce C'est moment-là, à l'époque où j'avais ma première mobilette, où je sortais avec mes potes, donc c'est... Et t'avais déjà un timbre de voix aussi grave à cet âge-là? C'était pas comme prononcé à ce moment-là. Non, mais... Non, parce que plus on grandit, plus, Oui, enfin, bien plus on sûr. vieillit, plus la voix change. Mais plus elle mûrit, et voilà, c'est comme ça. Mais je commençais justement à me dévoiler quelque part. Et j'ai commencé à chanter, puis après, petit à petit, j'ai pris goût à chanter. Puis après, je me suis plus arrêté. Mais alors, ce soir de karaoké, il se passe quoi exactement? Ben, il se passe qu'en fait, j'étais là, moi, pour aller boire un coup tranquillement avec mes potes. Normal, quoi. Dans un bar, voilà, on savait pas qu'il y avait un Relax. karaoké, on s'est arrêté là, voilà. Et puis moi, je sais plus, je crois qu'il y avait un billard, donc je suis parti jouer au billard, parce que j'adore ça. Et moi, j'étais très attiré par ça, donc je vais avec deux, trois de mes potes jouer tranquillement au billard. Et puis, je redescends, puis j'entends mon nom, l'animateur de soirée qui cite mon nom pour aller chanter. C'était pas prévu, ça. Et là, j'ai fait une sacrée gueule, parce que j'étais pas très content. C'était en fait. potes qui t'ont inscrit, en fait. Mais en fait, oui, ils m'ont fait un coup, ils m'ont inscrit mon nom, mon prénom. Et la chanson, forcément, ils ont mis du Johnny, donc ils savaient pas laquelle c'était exactement. Ils ont mis n'importe quoi au hasard sur l'affiche qu'il y avait. Et puis, bah, je me suis retrouvé à chanter Je la croise tous les matins de Johnny. Donc, j'ai pas eu le choix que d'y aller. Je n'allais pas dire non, pas moi. Et voilà, c'est comme ça que tout a commencé. Ouais, c'est ça, j'allais te demander, quand tu y repenses aujourd'hui, est-ce que c'est un peu l'événement fondateur de ta carrière de chanteur? Ça en fait partie, bien sûr, mais ça- après, je pense que j'y ai pris goût, donc forcément, j'ai évolué avec tout ça. Et puis, je suis parti m'amuser comme ça très souvent dans les karaokés. Et après, j'en ai fait professionnellement, petit à petit. Allez, dernière petite affirmation, c'est par dépit que Jean-Philippe s'est lancé dans la pâtisserie. Je pense que c'est vrai. Ouais, s'il te plaît. Allez, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ben écoute, je Pareil que savais... t'étais assez, Non, mais chambardeur, j'étais petit. adolescent, ouais, voilà, c'est ça. J'étais assez dissipé en classe, on va dire. Et donc j'avais pas Tu te de retrouves super... là-dedans? Un peu. J'avais pas des super résultats à l'école. Et du L'école coup, n'était pas pour moi, non. mes parents venaient de divorcer aussi, donc c'était assez compliqué à la maison également. Et puis j'avais un ami qui s'était lancé en boulangerie-pâtisserie dans un internat à Namur. Et puis j'ai dit, oh, je vais tester ça, on verra bien. Et puis ça m'a plu vraiment. J'ai eu la chance de tomber sur un prof qui était hyper passionnant et qui m'a vraiment donné l'envie de faire la pâtisserie. Il s'appelait comment? Alain de Pluvray. Et c'est lui qui m'a vraiment donné la passion du métier et cette envie d'aller toujours plus loin, de faire de la pâtisserie presque un art. Il a été où le déclic? Ben c'est assez simple. En fait, chaque fois que j'avais cours avec ce prof, on faisait les gâteaux du week-end. Tu sais, dans les écoles, on fait quand même une production pour vendre un peu. Et donc, le vendredi, c'était les gâteaux du week-end et on avait toujours des thèmes sur les gâteaux, tu vois, des décorations, etc. Et il me mettait chaque fois les choses les plus compliquées à faire. Et du coup, c'était chaque fois un défi à relever, tu vois. Et c'est comme ça que c'est arrivé, quoi. Et lui, c'était un artiste incroyable. Il prenait un morceau de sucre et un tube en fer, il soufflait dedans, il faisait des trucs de fou. Donc pour moi, c'était juste... C'était de la magie, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment la magie de la pâtisserie qui m'a donné ce déclic d'aller plus loin. Tu avais l'air de te reconnaître un petit peu Un dans petit le peu, côté, ouais, un petit peu, parce que moi, je suis quelqu'un qui suis très, très proche de la nature, j'adore ça. Ah, c'est vrai, ça? Et quelque part, on va reparler de l'école, parce que je ne sais pas si l'école était faite pour moi ou moi, j'étais pas fait pour l'école, je ne sais pas. Il y avait un truc, mais c'est sûr que j'aurais pas fait de grandes études. Mais quelque part, moi, quand je me suis retrouvé dans une classe, c'est-à-dire professionnelle, quand j'ai commencé manuellement à travailler le bois et tout ça, je me rappelle, on sortait avec le professeur, c'était mon professeur de français, il s'appelait Monsieur Mérien, avec qui on sortait, on allait en forêt, et on donnait un coup de main à la commune à aller déblayer au bord des rivières. Donc on avait chacun
Un outil pour aider et tout ça. On élaguait les bords des rivières comme ça, puis on adorait ça. On avait une sortie par semaine. Et après, on enchaînait un peu avec français, maths. Mais ils avaient compris, en fait, ils avaient compris qu'on n'était pas fait pour ces matières-là. Et on était plus fait pour manuel et la nature, quoi. Ouais, je vois. Et je pense que maintenant, je pense que c'est une erreur qu'on fait maintenant. On veut mettre tout le monde aux études maintenant. Or, il en faut pour tous les êtres, quoi. Je veux dire, moi aussi, c'est pareil. J'étais pas fait pour l'école, je le savais, quoi, tu vois. J'avais besoin de bouger, j'avais besoin de sortir, j'avais besoin de matière, comme on a parlé tout à l'heure, et de pouvoir créer aussi, tu vois. Et j'aurais pas fait des études. Et maintenant, l'erreur qu'on veut faire, je pense, c'est toujours vouloir mettre les enfants à l'UNIF, etc. Or, dans les métiers manuels, il y a des choses extraordinaires à faire. Ébéniste, c'est un métier fantastique. Et il faut justement qu'on remette ces métiers artisanaux au bout du jour, bien sûr. Vous avez des enfants tous les deux? Ouais. Oui. Vous leur dites ça aussi? Oui, parce que moi, j'ai 2 grands garçons et une toute petite fille. Et dans les 2 grands, j'en ai un, c'est plus sa maman, il est fait pour les études et il est à l'UNIF, ça se passe très bien. Et le deuxième, je sais bien qu'il ne fera pas des études, il n'aime pas ça et c'est plus son papa. Donc, moi, qui trouve sa voie et je l'aiderai à percer dans sa voie, quoi, c'est tout, quoi. Pour toi, JB, du coup, c'est diplôme ou tu les laisses? Moi, je les laisse... je les force à rien du tout, parce que je pense qu'il ne faut pas forcer un enfant à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Tout à fait. Il faut juste le pousser légèrement, à lui donner envie et le goût de faire ce qu'il a envie de faire. Voilà. Pour revenir un petit peu au début. Alors, c'est une rumeur, tu me dis c'est vrai, il paraît quand même que tu t'es enfui de l'internat à un moment donné. Ouais, je sais pas où tu as été chercher cette info, ouais, tout à fait. Au début, j'avais du mal vraiment avec l'internat. Et c'est vrai qu'une fois, en fait, je prenais le train à Liège, Liège-Guillemins, j'allais jusqu'à Namur. Et puis, à la place de remonter, je descends du train à Namur, et à la place d'aller à l'école, je suis remonté dans l'autre train et je suis rentré chez moi. Je me suis cassé et j'ai rien dit à mon père. Je suis monté dans ma chambre. Et puis, ce n'est que le soir, à 10 h du soir, ils n'avaient pas encore repéré que j'étais rentré, tu vois. J'ai fait tomber un truc dans la chambre et c'est pour ça qu'on dit à Namur, on fait le mur, c'est ça? Ouais, c'est presque ça, quoi. Mais du coup, ouais, c'était compliqué. Bon, Quelle a été la réaction, du coup, quand ils t'ont repéré dans la chambre? Mon père, une bonne fessée, tu vois. Et après, on a parlé, évidemment, hein, il a compris, etc. Mais il a tenu bon, parce que c'était aussi facile de dire, oui, j'ai pas envie d'aller à l'internat, donc j'y vais pas, c'est tout. Non, il m'a dit, t'iras demain matin, je te reconduis. Il m'a reconduit, évidemment, à l'école le lendemain matin. Et je pense qu'il a bien fait, parce que c'est grâce à lui aussi que je suis là, quoi. Et l'histoire est en plus complètement à l'opposé de ton envie à chaque fois de faire des challenges, des concours. Tout à fait. Et bon, voilà. Et tu sais, une carrière, c'est des hauts et des bas. Hein, et des études, c'est aussi des hauts et des bas. Et la vie, c'est des hauts et des bas. Donc, je veux dire, j'étais peut-être dans un bas à ce moment-là, mais mon papa a tenu bon et il a dit non, tu vas à l'école. Et maintenant, je lui dis merci. Ouais, tout à fait. Pour toi, Jean-Baptiste, ça se passe comment, les débuts dans la musique? Oula, c'était laborieux. Ça s'est relativement bien passé quand même. Bon, on va pas tout dramatiser, mais c'est vrai que ça a été laborieux parce que, je veux dire, moi, je suis pas parti dans la musique parce que je voulais me faire connaître. Je voulais pas devenir une star, rien. Déjà, j'aime pas ce mot-là. Artiste, on va parler comme ça. Mais devenir artiste, c'est très compliqué. Et pourquoi c'était compliqué? Déjà, il faut trouver quelqu'un qui écrit des belles chansons. La chose que j'ai aujourd'hui, j'ai la chance, j'ai rencontré Monsieur Michel Mallory. On va y revenir sur cette fois. Oui, mais c'est bon. Au début, on commence pas comme ça. On y va petit à petit. Il y a des grades à avoir. Et donc, j'ai passé pendant un peu plus de 17 ans en Bretagne. Donc, je tournais, je faisais des soirées, que ce soit des soirées karaoké, des mariages, des comités d'entreprise, voilà, tout ça. Donc je montais le matériel, je démontais le matériel. Tu faisais tout, quoi. Oui, on était 2 à faire ça, et j'étais avec un musicien-chanteur qui s'appelle Yves Jacques, avec qui j'ai travaillé pendant 17 ans. Et puis après la vie a fait que je me suis émancipé, donc je suis parti un petit peu... j'ai grandi, quoi, donc j'ai augmenté le niveau. Puis la notoriété. Et la notoriété, voilà, j'ai été connu grâce aux réseaux sociaux. Et surtout, bien évidemment, malheureusement, après le décès de Johnny Hallyday, j'ai été dévoilé. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Oh Marie, si je pouvais, dans tes poings nus,
Et avant ça, tu restais uniquement en Bretagne pour faire ces concerts? Oui, ça c'était une décision... Enfin, j'étais en partie uniquement en Bretagne, oui. Et pourquoi, du coup? Ben, parce que j'avais peut-être par peur d'aller me montrer trop en avant, peut-être par pudeur, je sais pas, et par rapport à Johnny Hallyday, surtout par le respect, ouais, oui, tout bien à sûr. fait. Un certain respect, et un gros respect même. Mais tu penses pas que si t'étais sorti de Bretagne et qu'il avait entendu ta voix, ça l'aurait aussi surpris et... Mais il a déjà entendu ma voix, voilà, mais il a même dit que j'étais de loin le plus près. Donc ça va, j'ai trouvé ça sympa. De loin le plus près. Oui. Mais on s'est jamais rencontrés, malheureusement. Ah, c'est con. Mais bon, je pense que la vie a fait que c'était comme ça qu'il fallait que ça se fasse. Ouais, certainement. C'est tout, certainement. Ça a l'air de t'impressionner, cette histoire. Je te voyais vraiment... Ouais, parce que, non, mais c'est là. vrai que c'est compliqué, ce rapport de voix tellement proche. Et je le comprends. Et j'adore quand il dit... il a parlé de respect souvent parce que c'était vraiment son idole et que il voulait pas venir contrecarrer la carrière, etc. Donc moi je trouve que c'est tout à fait fabuleux. Oui, et même après sa mort, hein, quand j'ai été contacté par la France Un Incroyable Talent pour participer, ils ont dû m'appeler 3 fois, je crois. Et j'ai refusé 2 fois, puis la 3e fois, je leur ai dit oui. Ah bon, on va y aller. Mais bon, ça a quand même été assez compliqué. Ça passe ou ça casse, en fait. C'est passé, bon. En plus, il paraît que tu leur en as fait voir un peu de toutes les couleurs, entre guillemets. Tu les as fait venir à un aéroport pour le casting, c'est ça? Mais oui, je partais en vacances pour l'île Maurice. Une excuse. Et non, mais c'est vrai. Puis voilà, donc je leur ai dit, c'est tout de suite maintenant ou c'est jamais. Et donc ils sont venus en taxi-moto m'interviewer dans l'aéroport. Dans l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle? Oui. Et je partais 1 heure après, j'avais mon avion. Donc j'en ai dit grouillez-vous parce que c'est le moment. Ah, incroyable comme anecdote. Pour toi, Jean-Philippe, il y a un truc aussi qui est intéressant. Jean-Baptiste disait, oui, j'allais pas un peu dans les plates-bandes de Johnny, je restais en Bretagne. Toi, j'ai l'impression que tu aurais pu faire ce pas en allant dans des grandes maisons. Ouais. Et qu'au final, tu y mets vite fait un pied et tu dis très vite, ça m'intéresse pas, je vais faire mon propre business. Oui, bien sûr, mais par contre, j'aurais bien voulu aller dans les grandes maisons. Mais je n'ai jamais réussi à rentrer dans les grandes maisons. Ah, il me semblait... Je croyais que non, en chez fait, Louis ce qui Hamel. s'est passé, c'est que quand je suis sorti de l'école, j'aurais bien voulu travailler sur Bruxelles, dans les plus belles maisons de Bruxelles. Mais à cette époque-là, il y avait des listes d'attente pour aller travailler. Et donc, je n'ai jamais su rentrer alors que j'étais quelqu'un de passionné. J'avais déjà fait plein de stages un peu spéciaux sur le sucre d'art, etc. Mais il y avait tellement de pâtissiers à cette époque-là qu'on n'arrivait pas à rentrer. Alors j'ai réussi quand même à rentrer dans la belle maison Vitamer ici à Bruxelles pendant 15 jours. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai trouvé l'emplacement pour m'installer et je me suis installé à 25 ans. En plus, j'imagine que tu étais prêt parce qu'il semblerait que tu dessinais des logos. Oui, c'est ça, ouais, tout à fait. Mais quand j'étais à l'internat déjà, je dessinais déjà mon logo. Je voulais vraiment... Je crois qu'être entrepreneur, tu l'as en toi ou tu ne l'as pas, quoi. Tu vois, tu peux être un bon artisan, mais vouloir être à ton compte et gérer toi-même ta propre boîte, c'est une question de mentalité, je pense. Et ça, je savais très tôt que j'allais être mon propre patron et avoir ma boîte, quoi. Et ça s'est passé comment? Succès tout de suite ou pas? Ouais, franchement, ça s'est bien passé parce qu'on a ouvert le commerce à 2. Et alors, c'est incroyable parce que quand j'y repense, il va avoir 26 ans. On a loué un petit magasin de 16 mètres carrés avec mon épouse. Et l'atelier derrière faisait 35 mètres carrés, quoi. Et donc, on visite. Il y avait déjà le magasin qui était installé, c'était très bien. Et puis l'atelier, il fallait l'aménager, c'était vide. Bon, on commence à carrer avec mon beau-papa, on carre tout. Et puis j'achète les machines, je les rentre dans l'atelier, mais 45 mètres carrés, quand tu rajoutes les machines, il ne te reste plus de place, quoi, tu vois. Oui. Et tu te dis, oh là là, comment on va faire? Mais on est quand même resté 2 ans et demi dans cette place. Et on s'est vite fait une très belle clientèle sur Verviers. Et du coup, ça a bien fonctionné, on a pu grandir par la suite, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as aussi eu un petit coup de pouce de la télé. Pour Jean-Baptiste, il y a Ma France a un incroyable talent. Ouais. Pour toi, c'est Envoyé spécial. Oui, tout à fait, c'est vrai. C'est quoi cette histoire? Ben écoute... Tu les as en main, d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Ben écoute, je fais partie d'une association qui s'appelle les Relais Desserts. Hein, donc c'est une association française où on coupe 100 pâtissiers du monde entier. Et dans les années 2000, 2002 à mon avis, parce qu'il va avoir 20 ans,
ils cartonnent tous avec ce fameux produit, le macaron de Paris, tu vois, et tout le monde, c'est hyper à la mode à ce moment-là, tu vois, ils cartonnent tous. Et moi, je suis le petit belge dans le bazar, je me dis, tiens, c'est bien, c'est intéressant, je vais lancer ça. Je me fais une gamme de 9 macarons, je fais un petit feuillet pour vendre, etc. Je mets dans mes boutiques, mais je ne vendais rien du tout, quoi. Donc, tous les jours, dégustation sur le comptoir, au salon de dégustation macarons, pour essayer de faire connaître le produit, et ça ne marche pas du tout. Et puis, un an après, évidemment, on en donnait plus que ce qu'on en vendait. Je dis à ma femme, je dis, on va arrêter, parce que c'est pas avec ça qu'on va se faire riche, quoi, tu vois. À un moment donné, on en donne plus que ce qu'on en vend. Et cette semaine-là, envoyé spécial, une émission où on voit 3 dames qui font le tour des spécialistes du macaron à Paris. Et le lendemain de l'émission, ça démarre dans toutes mes boutiques. Un truc de fou. Comme quoi la force des médias, c'est impressionnant, quoi. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as bien vécu, cette force des médias, de d'un coup être exposé? Oui, je l'ai bien vécu. Alors, je ne vais pas te dire que c'est pas compliqué, voilà. Si, c'est compliqué, mais faut avoir la tête bien faite, et je pense que je suis bien entouré aussi. Ouais, j'ai su bien m'entourer. Aussi la famille? Bien sûr, mais je travaille en famille, et je pense que la famille, moi, on m'a toujours dit, fais attention, reste toi-même. Et d'ailleurs, il y a une chanson qui s'appelle Rester le même, qui fait partie de mon 2e album. Et c'est vrai que, voilà, je pense qu'il faut rester ce qu'on est et pas se prendre pour quelqu'un d'autre, ça sert à rien. Je pense que l'humilité, c'est ce qui fait les vrais artistes, en fait. Et ça, c'est super important. Et je pense que les grands artistes sont très humbles, en fait. Est-ce que tu avais l'impression quand même d'être arrivé à l'endroit où tu voulais être grâce à cette émission? Est-ce que tu as l'impression d'enfin avoir réussi à cocher ton objectif à ce moment-là? Je ne vais pas dire que j'ai réussi à cocher mon objectif, parce que j'y suis pas allé pour justement cocher un objectif particulier. Mais j'imagine que tu avais quand même une projection, non? Non, j'y vais un peu au jour le jour. Moi, je suis un peu... j'y vais à la sauvage, moi. Je suis un fonceur. C'est marrant ce que je ressentais. J'ai pas ressenti ça en écoutant quelques chansons de cet album. Je te trouvais plus mélancolique, nostalgique. C'est ta face cachée, un peu, ça? C'est la face cachée, parce que quelque part, oui, derrière un artiste, il y a toujours une souffrance quelque part qui traîne. Mais cet album-là, c'est l'album de la maturité. Et les chansons que je peux chanter dedans, il n'y a que du vécu. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce vécu? Ça dépend. Il y a des faiblesses que j'ai pu avoir. Il y a aussi des choses que j'ai vécues dans ma vie, genre qui fait partie de la trahison, le baiser de Judas. Je pense qu'on a tous été trahis par quelqu'un un jour, hein, voilà. Je suis quelqu'un d'assez sensible quelque part, mais je le montre. C'est pas parce que je le montre pas que je ne suis pas fragile, hein, quelque part. Mais ma façon, ça c'est ma thérapie. Ma façon à moi, c'est justement de chanter, et puis à travers les chansons, plutôt que de les dire, je préfère le chanter. Je pense que c'est ce qui amène l'émotion aussi, c'est de pouvoir parler de choses qu'on a vécues. En tout cas, chanter des choses qu'on a vécues, quoi. Oui, bien sûr. Mais tout artiste, je vais reprendre Johnny Hallyday, peu importe, mais il y a des chansons, il y a du vécu, énormément. Et quand tu fais par exemple le baiser de Judas et que tu parles de cette trahison, tu le chantes pourquoi? Pour le faire sortir ça de toi? Oui, c'est un petit peu comme si j'allais voir un psychologue, en fait. La façon dont je peux interpréter les chansons. Après, c'est important, il y a un travail d'acteur dedans, il y a un rôle important. Quand on interprète une chanson, il y a certaines chansons qu'on peut, je dirais, envoyer le bâton. Voilà, et certaines chansons, on chante du bout des lèvres. Donc, et ça, c'est ce qui fait la magie d'un interprète. Écoute, moi j'ai envie de t'entendre chanter à un moment donné dans cette émission. Donc je propose que déjà on aille sur le divan. On va en profiter aussi pour aller grignoter quelques petits macarons sur le divan. Donc je vous propose qu'on bouge et qu'on aille continuer cette discussion là-bas. Alors... Jean-Philippe, je te propose de te mettre à côté de moi. Ouais, avec plaisir. Tiens, vas-y, qu'est-ce que tu nous as amené alors? On a un peu tout là, hein. Déjà, merci pour tous ces cadeaux, tous les deux. Plaisir. Le vinyle, les pâtisseries. C'est à moi des choses, hein. Je le rappelle, on le voit ou pas le vinyle à la caméra? Voilà, vas-y. Caramel, nougat, café, framboise, citron, praliné, vanille, cassis violette, caramel, fraise coquelicot, lait d'amande. Et le dernier, c'est un éphémère, c'est barbe à papa. Ok, vas-y Jean-Baptiste, tu veux tester lequel, caramel? Ouais, le premier. Caramel, ouais.
Tu les fais comment, ces macarons? C'est quoi le secret? On peut le savoir ou pas? Alors, le secret, en tout cas, de mes macarons, c'est que je les ai mis au goût beige, si tu veux. C'est-à-dire que j'ai été le premier à inventer, à faire des crèmes au beurre à l'intérieur des macarons. À l'époque, il n'y avait que des ganaches ou des confitures. Et en Belgique, on aime bien les crèmes au beurre. Donc, j'ai réussi à mettre une crème au beurre qui se met bien dans le macaron parce qu'il faut qu'il y ait un taux d'humidité important. Et puis, surtout, par rapport aux macarons français, je remue plus la masse, ce qui fait que la coque, elle est un peu élastique en bouche, tu vois, et un peu caoutchouteuse, je vais dire, ce qui fait que les macarons sont un peu différents, qu'ils ont le succès qu'ils ont à l'heure actuelle. On te les commande toujours, ces macarons, en te faisant des rébus à la caisse? Ouais, non, mais ça arrivait pas mal. C'est vrai que j'ai eu un client dans les années 2000 qui était Monsieur Camus, je me souviens très bien de son nom. Malheureusement, il n'est plus là, il nous a quittés. Mais il venait faire ses commandes avec des rébus. Et donc, il les dessinait? Oui, il les dessinait et il venait apporter ça. Et alors, on devait avec l'équipe, chercher le rébus et trouver sa commande. Donc, c'était très amusant. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'a marqué. Et je vois encore de temps en temps son épouse au magasin. Donc, c'est des clients fidèles, en tout cas. C'est une très belle anecdote, c'est une très belle histoire. Tout à fait. Toi aussi, t'en as des belles histoires, Jean-Baptiste. J'aimerais que tu m'expliques qui est Michel Mallory, pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà, monsieur Michel Mallory, déjà, c'était une superbe rencontre que j'ai pu faire en tant qu'ami et humaine. Michel, c'est mon parolier, et c'était aussi, entre autres, le parolier à monsieur Johnny Hallyday. Donc, c'est vrai que ça a été quand même une rencontre fabuleuse. Il paraît que... Alors, ça a été une rencontre fabuleuse, mais aussi assez extraordinaire. La rencontre s'est très très bien passée. C'est vrai, on était sur le bateau en Corse, mais ce qui m'a invité chez lui gentiment. On est allé sur un bateau avec un ami à lui. Et il avait le dos tourné, il était assis sur une chaise sur le bateau. Et son ami décide de lui faire une petite surprise. Et il me fait chanter sur le bateau. Et c'est la première fois que je vois Michel fondre en larmes, quelque part. Et là, ça a été un moment vraiment... je pense que là, j'avais gagné le gros du gros. Même là, je te sens un peu ému en racontant cette ouais, histoire. Parce que je le revois, j'ai encore les images et j'étais pas là pour l'embêter, en fait. Ça s'est passé vraiment naturellement. Et je pense que j'ai contribué à ce que monsieur Michel Mallory fasse son deuil avec Johnny Hallyday. Comment tu t'es senti juste après cette réaction de sa part J'ai été, moi aussi, j'ai été très ému parce que je me rendais pas compte, en fait, de ce qui se passait. Mais c'est vrai qu'avec du recul, aujourd'hui, voilà, on a partagé énormément de choses, Michel et moi, et c'est pas fini. Avec lui, vous êtes allé à Nashville, si je me trompe pas? Oui, pour le premier album, déjà. C'est un album, en fait, on a voulu quelque part faire une continuité, en fait, parce que Johnny Hallyday voulait aller avec Michel Mallory enregistrer à Nashville. Et malheureusement, voilà, on sait pourquoi il a pas pu le faire, parce qu'il était gravement malade. Et donc, du coup, la plupart des chansons ont fini dans les tiroirs. Hein. Et moi, je suis arrivé après, voilà, et puis Michel a accepté volontiers qu'on aille à Nashville pour enregistrer cet album en mémoire de Johnny. Et ça t'a fait quoi, finalement, de te mettre dans la peau de Johnny, finalement, puisque ces textes lui étaient destinés? J'ai essayé de justement ne pas me mettre dans la peau de Johnny en chantant, parce que c'était pas le but. Hein. Le but, c'était justement que Jean-Baptiste Guégan chante, et ça, avec sa propre façon de chanter. Mais justement, en tant que journaliste, forcément, on t'introduit en disant que tu es le sosie vocal de Johnny Hallyday. Comment tu gères cette étiquette qu'on te met à chaque fois? Non, ça m'a jamais dérangé, l'étiquette qu'on me donne, la voix de Johnny, ou peu importe, justement, au contraire, je le revendique, puisque c'est vrai. Donc voilà, et puis je chantais du Johnny pendant des années avant, et je continue encore à faire du Johnny Hallyday. Mais non, ça me dérange pas, ça, au contraire. C'est ce qui m'a aidé à être ce que je suis aujourd'hui, donc je vais pas renier ça. Mais c'est vrai que aujourd'hui, on a inversé la vapeur, c'est-à-dire c'est Jean-Baptiste Guégan qui chante ses propres chansons. Ouais. Et il n'y a plus ce côté imitateur, ou voilà. Je pense que les gens ont fait la part des choses aujourd'hui. J'ai un public qui vient me voir, j'ai le public Hallyday qui vient me voir, et j'ai aussi le public de Jean-Baptiste Guégan qui vient me voir. Et les deux sont assemblés maintenant, et c'est la magie qui a opéré. Et ça, c'est beau. Enfin, je trouve ça plus beau. Est-ce qu'on peut parler d'une chanson de Jean-Baptiste qui s'appelle La femme aux yeux verts? Elle t'a été... La dame aux yeux verts. La dame aux yeux verts, oui. Pardon.
Elle a été écrite par Mallory. Oui. En me donnant le jour, tu m'as donné l'amour. C'est une histoire très personnelle. Alors là, oui, ça a été compliqué pour moi de la chanter parce que Michel, il sait aller au profond des choses. Quand il écrit pas pour comme ça se dire tiens allez je vais te faire une chanson, tu prends ou tu prends pas, voilà. Non, là c'était assez particulier parce que on a parlé tous les deux parce que ma mère est décédée brutalement, donc j'ai pas eu le temps malheureusement de lui dire au revoir. Et c'est vrai qu'elle aurait tellement aimé voir aujourd'hui ce que je suis devenu que... Bon, j'espère que de là-haut, elle me voit, mais je pense d'ailleurs. Mais c'est vrai que quand j'ai parlé de ça avec Michel Mallory, ça a été une souffrance pour moi d'avoir perdu ma maman, parce que c'était quelque part un repère. Et d'un coup d'un seul, comme ça, j'ai plus eu de repère, en fait. Donc j'étais assez perdu pendant pas mal de temps. Et il a fallu du temps pour que je m'en remette. Et Michel me dit je vais te faire une chanson. Alors il m'a pas dit ce que c'était. Et quand je suis arrivé dans le studio de l'enregistrement, il m'a montré les paroles. Donc je lis les paroles, je commence. Et là j'ai compris tout de suite. Ouais. J'ai fait mon salaud, tu m'as pas loupé là. Et tout de suite, je me suis dit, il faut que je la chante tout de suite, sinon je la chanterai jamais. Et on l'a faite dans le studio et je m'y suis repris quand même, ce qui est très rare avec moi, parce que d'habitude j'enregistre en 2 prises, entre 1 et 2 prises. Hein. Là j'ai dû faire 4 ou 5 là. Quoi, t'étais trop parce que j'ai émotion. Bah ouais, parce que les paroles sont quand même assez dures, et c'est des paroles qui sont vraies. Parce qu'il a su dire ce qu'était ma mère alors qu'il n'a jamais connu ma mère. Mais justement, c'était la question que j'avais envie de te poser. Comment ça se fait qu'il savait autant? Vous êtes confiés tous les deux? Bien sûr, mais on se confie sans vouloir se confier, en fait. On se parle naturellement, Michel et moi. Michel, c'est un grand ami, et puis c'est aussi quelque part un psychologue, quelque part, Michel. Sans le vouloir, hein. Mais bon, je pense qu'on a une similitude aussi de vie. Il a connu Johnny Hallyday avec ses travers et avec ses démons et même ses qualités. Hein. Ouais. Et je pense qu'on est des écorchés vifs de la vie, et ça, il le sait. Et il sait mettre le doigt où ça fait mal. Je vois. Et là où ça fait du bien aussi. Oui, j'espère. J'espère. Pour toi, Jean-Philippe, est-ce que tu fais aussi des clins d'œil dans tes œufs, dans tes macarons, dans tes chocolats à des proches? Non, pas trop. Ça se fait pas, ça? Non. J'ai déjà pensé souvent, tu vois, ne fût-ce que dans les noms et dans les créations. Et je pense que je ne l'ai jamais fait par pudeur. Mais c'est vrai que ça m'a souvent traversé l'esprit de créer un gâteau, par exemple, au nom de mes enfants ou au nom de... Voilà, quoi, tu vois. Parce que là, on parle un peu de nostalgie dans les paroles de chansons, mais aussi chez tous des Madeleines de Proust. Oui, bien sûr. Mais j'ai vu que tu l'avais fait en revanche avec des personnalités, ça. Tu avais fait des recettes, par exemple pour Loïc Notet, ce genre de choses. C'était un peu dans ce cheminement-là, un peu? Oui, mais là, c'est plus pour célébrer une rencontre ou célébrer une personne qu'on admire ou quelque chose ainsi. On avait fait, par exemple, à l'époque, dans les années 98, 99, je sais pas, ou 2000, la reine Mathilde était venue à Verviers, et tu vois, on avait fait un gâteau qu'on avait appelé Mathilde, des choses ainsi. Ça, on peut faire, parce que c'est vrai que c'est plutôt une célébration et une mise à l'honneur de quelqu'un, quoi, tu vois. Et quoi, t'as tes entrées au Palais Royal, du coup, ou pas? Non, du tout, du tout. C'est bien dommage, d'ailleurs, parce que je pense qu'on a une belle maison qui représente bien le chocolat en Belgique. On a un musée du chocolat à Verviers, on a une académie, on a créé quelque chose d'assez fort au niveau du chocolat. Et c'est vrai que j'ai jamais eu la visite du roi, de la reine, ou bien même une demande pour devenir fournisseur ou quoi que ce soit. Mais bon, il y en a plein d'autres, hein, donc c'est assez logique. Et puis je ne cours pas après parce que c'est la vie. Ça doit arriver un jour, ça arrivera. Mais voilà, c'est comme ça, quoi. Parce qu'en plus, tu as su t'exporter à une période où tu étais parti au Japon et tout. Enfin, comment tu as vécu cette aventure? Mais c'est juste incroyable parce qu'en fait, j'aurais jamais imaginé avoir la vie que j'ai eue en étant juste pâtissier. Quand j'ai voulu faire pâtissier, je voulais juste ma boutique et mon magasin, c'est tout. Et puis avec les concours et la notoriété aidant, etc., on a ouvert... On a exporté au Japon, donc au moment de la Saint-Valentin au Japon, chaque année j'allais pour faire des dédicaces sur les boîtes. Enfin, tu vois, c'est un truc de fou. On a eu la chance d'ouvrir une boutique à Singapour qu'on a gardée pendant 3 ans. Mais tu sais, gérer une boutique à Singapour quand tu es en Belgique et que tu as une toute petite boîte,
c'est compliqué aussi, tu vois. C'est devenu trop Mais, bigger than life. Ouais, tu vois, on était dans le Marina Bay Sands, je sais pas si tu vois l'hôtel que c'est, avec la piscine au-dessus, là. On avait une boutique là avec Prada, Louis Vuitton, etc. Mais c'est quelque chose de surréaliste, quoi, tu vois. Et j'ai eu plein d'aventures comme ça dans ma vie qui sont arrivées de par mon métier de pâtissier, simplement, quoi, tu vois. Il y en a une que tu chéris plus que les autres de toutes ces aventures? Oh ben, je pense que oui, maintenant c'est peut-être le Japon, parce que ma compagne est japonaise, donc c'est sûr que voilà, ça a été quelque chose d'important dans ma vie à un moment donné. Mais à côté de ça, je dis, la première femme de ma vie, qui est toujours mon associée dans le business à l'heure actuelle, a été hyper importante pour ma carrière professionnelle. De quelle et toujours manière? à l'heure actuelle, parce qu'on fait un vrai duo. On est complémentaires dans le travail, quoi, tu vois. Est-ce qu'elle t'a suivi et elle a abandonné sa carrière? Ouais, tout à fait. Elle faisait quoi? Elle avait fait la HEC et elle est venue ouvrir le commerce avec moi à Verviers, le premier commerce. Donc, et c'est grâce à elle qu'on a pu évoluer et gérer l'entreprise au fur et à mesure des années. Et elle a toujours suivi dans tous les projets que j'ai faits. Donc, ouais, je lui dis merci pour tout ce qu'on a fait ensemble et pour mes deux magnifiques enfants aussi qu'on a fait ensemble, quoi. Ça te parle un peu, ça, des proches qui laissent tomber des trucs pour te soutenir? Ça t'est arrivé? Oui, oui, bah récemment, oui. Moi, j'ai fait la rencontre de ma femme, ouais. Et elle travaille avec moi aujourd'hui, oui. Elle était agent général, voilà. Puis voilà, elle a quitté son métier pour être avec moi tous les jours. Et qu'est-ce qu'elle t'apporte au quotidien comme ça? Énormément de choses. Ouais, c'est clair. Énormément de choses. Moi, je dis derrière un homme, il y a toujours une femme. C'est certain. Voilà. Et non, puis elle s'occupe de choses que moi, je ne peux pas m'occuper et que j'ai pas le temps de faire ou alors que je ne sais pas faire. Et on est très complémentaires dans la vie en général, oui. On va écouter dans quelques instants une chanson qui s'appelle Le Pays d'Armor, qui est sur cet album. Elle raconte quoi, cette chanson? Là, c'est du Jean-Baptiste. Hein. Bien sûr. Ben, en fait, elle raconte mes racines, là où je suis né, c'est-à-dire la Bretagne, que j'ai toujours considérée comme ma deuxième mère, quelque part. Et puis voilà, c'était important pour moi, surtout de faire un gros clin d'œil aux Bretons, que j'aime très fort, et qui m'ont toujours soutenu pendant toutes ces années, et qui continuent voilà, à être là dans mon cœur. Ça ressemblait à quoi ton enfance en Bretagne? Qu'est-ce qui se passe là-bas que moi je n'ai pas pu connaître en vivant dans une grande ville? Mais la Bretagne, c'est vaste. Hein. Donc, voilà. Moi, j'ai eu la chance, depuis tout gamin, avec mes parents, on a assez voyagé en Bretagne. Et je dirais, la Bretagne, il y a tout. Il y a la mer, il y a la montagne, il y a la nature que il y a la nature, Il y a la gastronomie incroyable bien sûr, aussi. Bien sûr, il y a la gastronomie aussi. Et puis on respire, voilà. Ouais. Petite question, Verviers, c'est comment aussi? C'est quoi les souvenirs que tu as de cette ville? Alors, Verviers, les souvenirs que j'ai, ben, d'abord, j'ai grandi à Herve, hein, donc je suis arrivé d'origine. Et c'est vrai que ma carrière s'est faite à Verviers parce que je me suis installé à Verviers. Et ça fait quand même 25 ans que j'y vivais. Je viens de redéménager à Herve. Je suis retourné un peu sur mes racines. Retour aux racines, ouais. Ouais, tout à fait. Bah, écoute, j'ai énormément de bons souvenirs sur Verviers. Malheureusement, comme beaucoup de centres-villes, la ville de Verviers a souffert ces dernières années. Ouais, j'ai eu l'impression que tu étais hyper engagé pendant le Covid et tout. Ouais, et puis après, tu vois, il y a eu les inondations aussi qui sont venues un peu, en plus, casser ce renouveau qui se met tout doucement en place sur Verviers. Et donc, je pense qu'on arrive au bout, finalement, de quelque chose de difficile pour une ville, d'un cheminement pour la ville, et que la ville va renaître enfin à Verviers. Alors, certains Verviers-toi qui vont nous regarder vont me dire « Oui, mais attends, ça fait 10 ans que tu dis que la ville va renaître à Verviers. » Mais je pense qu'effectivement, voilà, il faudra encore un peu de temps. Mais un centre-ville, c'est quelque chose qui est une âme. Et donc, à un moment donné, même si ça descend très bas, je pense réellement que ça peut renaître. En fait, ça dépend aussi des personnes qui y sont et qui vont pouvoir redéployer. Et c'est pour ça que je pense que c'est important qu'on recrée du commerce de proximité et pas du commerce avec uniquement des chaînes de magasins franchisés, des choses ainsi. Il faut du service, il faut des vrais commerçants. Et c'est ce que les gens ont besoin, du contact humain, parce que maintenant, on est à l'ère d'Internet et c'est vrai qu'on achète tout sur Internet et on n'a plus de conseils, on n'a plus... Et je pense que si on veut faire revivre un centre-ville, il faut remettre des humains qui ont vraiment leur expérience et leur savoir-faire
pour faire vivre une ville. Les inondations, ça a été un coup dur. Mais si j'ai bonne mémoire, il y a eu aussi un moment donné où ton atelier avait pris feu, il y avait eu un incendie. Oui, tout à fait. Alors là, c'est il y a 6 ans. Malheureusement, c'est une période très noire de ma vie parce que j'étais juste dans le déménagement, justement, pour aller au nouveau bâtiment, la chocolaterie qu'on était en train de créer. Et j'ai eu 2 incendies dans mes ateliers. Qu'est-ce qui s'était passé Ben, écoute, c'est malheureusement un incendie criminel, hein. 2 incendies criminels. Et donc, c'est toujours difficile à vivre parce que tu es impuissant face à un incendie, tu vois. Donc, tout s'arrête et tu dois faire comme tu peux et tu vas au mieux comme tu le peux avec tes équipes pour pouvoir redémarrer au plus vite, etc. Et heureusement, on est une petite entreprise qui est encore très familiale et tout le monde a remonté ses manches et on a tous travaillé pour pouvoir relancer l'activité le plus vite possible dans les nouveaux ateliers. On a relancé le premier atelier de départ par la suite, etc. C'était des années très épuisantes pour moi, en fait. Et je ne m'en suis pas rendu compte parce que quand tu es dans le feu de l'action, tu es plein d'énergie, tu as l'adrénaline qui est là et tu y vas et tu donnes. Et 2-3 ans après, j'ai bien senti que j'avais pris 10 ans en 2 ans, quoi, tu vois. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, tu prends un peu de recul et tu dis, waouh, quand même, par où on est passé. Mais c'est la vie, comme je le disais tout à l'heure, une entreprise, c'est des hauts, des bas, des difficultés, et il faut passer à travers tout ça, continuer à avancer, et puis surtout rester positif et se dire que on va y arriver, c'est tout, quoi. Quand on croit en ses rêves, en général, on y arrive, quoi. Ouais, si jamais tu as besoin de nouvelles poutres, JB va pouvoir t'aider. Il nous a expliqué en off qu'il avait refait toute sa cuisine. Donc tu pourras l'appeler si jamais. Pour un petit coup de main. En plus, il habite pas loin maintenant qu'il est à l'ancienne. Non, ça va, alors. C'est pas trop loin. Tout doucement, avant de t'écouter chanter, on arrive forcément à la fin de cette émission. Et j'aime bien poser cette question à mes invités. Qu'est-ce que vous retenez l'un de l'autre après ces 50 minutes passées ensemble quasiment? Moi, je pense que Jean-Baptiste, il a réussi maintenant à passer le cap du sosie vocal de Johnny Hallyday et il est un artiste à part entière. Et je pense que, comme il l'a dit tout à l'heure, il commence sa vraie carrière enfin, il ne commence pas, il l'a depuis longtemps, mais je veux dire, il est enfin reconnu pour ce qu'il est réellement, c'est-à-dire un artiste à part entière. Et ça, c'est fabuleux parce que c'est vrai que c'est pas facile de venir après Johnny et d'avoir tout le temps cette comparaison. Et là, je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure, je pense sincèrement que les journalistes, petit à petit maintenant, vont oublier cette comparaison et vont vraiment l'inviter en tant qu'artiste. C'est pour ça que c'est là aujourd'hui, d'ailleurs. Ben oui, mais bon, pareil, je pense que je peux rebondir sur la similitude de vie que tu as. Alors, peut-être pas forcément à travers moi, mais il faut savoir se battre, remonter les pentes. C'est quand on subit ce genre de choses qu'il faut être fort et, comme je dis là, toutes les larmes sèchent un jour. Ouais, tout à fait. Mais pour ça, il faut se battre. Et je pense que lui, c'est un battant. Et moi, j'en suis un aussi. Donc, on a vraiment cette force-là qui nous unit. Et on ira très, très loin, je pense. Ouais, je Tu iras pense. loin aussi. J'ai l'impression que cette force, elle est aussi nourrie par beaucoup de sensibilité. Ouais, pour tout tous à les fait. deux. Et c'est ça que j'aime Oui. beaucoup. Mais c'est un je artiste. pense, mais ouais, moi, je ne me définis pas comme artiste, je suis un bon artisan, parce que artiste, c'est encore un peu plus loin. Lui, c'est un vrai artiste. Mais je pense que artisan et artiste, on a tous une sensibilité à fleur de peau. Parce que quand tu dois faire passer des émotions à travers une pâtisserie ou à travers une chanson, si tu n'as pas cette sensibilité à fleur de peau, tu n'y arrives pas. C'est tout. Bon, Jean-Baptiste, je propose qu'on conclue cette émission avec toi qui vas chanter la chanson Le Pays d'Armor. On accueille sur le plateau Philippe, ton guitariste, mais aussi ton directeur artistique, c'est bien ça? C'est ça, Philippe Rousseau, qui est aussi mon directeur artistique. Vas-y, je te propose de guitariste te sur décaler, scène. Ouais. qui est sur scène avec toi. Ouais. Et c'est la première fois qu'on chante dans mon divan. Ça me fait vraiment plaisir. Je suis un fils du vent, du ciel de l'océan, né de la terre où dorment mes parents. Je garde mes racines, chevillées au corps, dans mon cœur bat très fort tout le pays d'Armor.
dans mon cœur bat très fort tout le pays d'Armor. Oh, 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 Bravo à tous les deux. Bravo, bravo. Merci pour ce petit moment pour finir cette émission. Je le rappelle, ton 3e album, Toutes les larmes sèchent un jour. JP, c'est quoi tes prochaines actus à toi? Oh bah écoute, c'est Pâques là. C'est Pâques, bah oui, Pâques évidemment, j'allais oublier. Merci à tous les deux d'être venus dans cette émission. Ça m'a fait vraiment très plaisir de vous avoir. J'espère que ça a été une rencontre assez agréable pour tous les deux. Bien sûr, ouais. C'est génial quoi. Jamais, quand t'es baptisé, t'imagines être sur un plateau de télé avec un artiste comme ça, quoi. Bravo et merci pour le moment. Mais c'est moi qui te remercie, c'est sympa. Merci Jean-Baptiste. Merci beaucoup à vous. Merci Jean-Philippe. Merci à vous. Quant à vous, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur Pix Plus.